Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. C'est encore un séminaire sur Internet. On a tellement envie de se voir en vrai. Mais on va pas s'arrêter d'associer nos parents et nos associations de parents d'élèves. Aujourd'hui encore, on a décidé de maintenir notre journée habituelle sur un format plus court, évidemment, puisque c'est un format live Facebook. Donc, je remercie d'être là à la fois donc nos auditeurs live, mais aussi nos intervenants qui, un samedi matin, ont choisi de venir partager avec vous. Je vous présente très rapidement le service ICF. Donc, l'appel de Paris a un service qui fait de l'information au conseil aux familles et il est particulièrement animé à la fois d'orientation, mais aussi d'accompagnement pour les enfants à besoins éducatifs particuliers. Aujourd'hui, nous sommes sur une table ronde avenir, parcours d'avenir et autisme des autismes. Je voudrais vous présenter nos intervenants, un à la fois, c'est plus facile, et vous proposer de poser des questions à cet intervenant dans les commentaires juste en dessous du Facebook Live. Donc, vous pouvez commenter vos questions et j'essayerai à la fin de chaque intervention de les poser à nos intervenants. Je vais tout de suite passer la parole à la responsable du pôle réussite éducative de la direction diocésaine de Paris, Florence Mirande. Merci Virginie, et surtout merci à l'appel de Paris de relever ce beau défi, d'organiser cette rencontre en distanciel. On est un petit peu habitué, mais je crois vraiment qu'on a aussi envie de voir les personnes en vrai, vivement qu'on les voit. Œuvrer pour une école inclusive à la direction diocésaine de Paris, mais pour l'enseignement catholique de façon générale, est une priorité pour tous. Nous avions fait le constat à Paris que nous n'étions pas prêts, ou en tout cas pas armés, ou qu'il manquait des dispositifs pour accueillir des enfants autistes. Depuis 5 ou 6 ans, nous avons développé, on va dire, 3 dispositifs, 2 en maternelle et 1 en école élémentaire. Et ça a été une priorité, mais nous continuons à tenter de développer d'autres dispositifs. Mais je crois qu'il n'y a pas qu'une voie toute tracée de par ces dispositifs à l'école pour l'accueil des élèves autistes, puisqu'on est ce matin sur la question des élèves autistes, mais que l'école a une capacité de progression et une capacité d'adaptation pour proposer un parcours scolaire et un apprentissage tout en gérant une hétérogénéité de profils. Donc, c'est à l'école de s'adapter pour accueillir les enfants, tout profil confondu. Voilà. Une première leçon tirée depuis ces 5-6 dernières années, c'est la nécessité d'un appui extérieur pour les enfants autistes, d'un appui plus technique et la nécessité d'une grande connaissance du trouble, de ce qu'est un enfant autiste, qui va nous permettre d'éviter des incompréhensions et des maladresses à l'école. Et de ce fait, engager les enseignants à travailler avec les différents partenaires est primordial. Cette collaboration, et on voit bien et on le constate, est fructueuse au service de l'élève et de l'apprentissage. Mais en tout cas, ce que nous tentons de développer, c'est cette posture de collaboration avec des partenaires extérieurs, qui n'est pas, je le dis très honnêtement, une posture habituelle pour les enseignants, mais on voit bien qu'elle devient nécessaire, sans doute au service des élèves autistes, mais au service de tous les élèves. Donc, une nécessité de partenariat avec des partenaires extérieurs à l'école, qui sont là aussi au service de l'apprentissage et au service de l'élève. Merci à tous pour cette matinée. Merci beaucoup, Florence. Je vais vous présenter maintenant nos deuxièmes intervenants. Le docteur Anne Maruani, pédopsychiatre praticienne hospitalier à l'hôpital Robert Debré, au Centre d'excellence pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, dirigé par le professeur Delorme, ainsi que sa collègue Valérie Chaput, psychologue. Je vous laisse le floor. De nous avoir proposé de participer à cette journée. Je pense que c'était important qu'on puisse aujourd'hui être avec vous pour
plein de raisons qui ont déjà été évoquées juste avant. Je pense qu'avant tout, c'est important de préciser le contexte, c'est-à-dire le contexte de l'inclusion, le contexte de ces troubles. L'inclusion, on pourrait croire que c'est facile de se dire je vais inclure un enfant avec tel ou tel handicap. Il faut savoir que les troubles du spectre autistique sont des troubles extrêmement complexes. Ils sont complexes parce qu'ils ont des origines multifactorielles, mais surtout parce que ce sont des troubles qui ont une présentation clinique, c'est-à-dire une présentation des symptômes qui sont extrêmement hétérogènes, extrêmement différentes d'une personne à une autre. Donc c'est difficile. Chaque personne avec un trouble présente ses particularités. Il y a une grande hétérogénéité des symptômes liés à l'individu lui-même, et au fur et à mesure du développement de l'enfant, de la petite enfance vers l'âge adulte, les symptômes vont évoluer, mais il y a aussi une différence entre les enfants, parce que ça va aller d'enfants qui ont des simples particularités ou des difficultés liées aux troubles sensoriels, ou des enfants qui ont absolument aucun langage, ou des enfants qui ont une incompréhension complète de la communication non verbale, et puis des enfants qui ont des troubles associés qui sont extrêmement fréquents et qui font parfois la difficulté de l'intégration. Je pense notamment aux enfants qui auraient des troubles du langage, des troubles hyperactifs, déficit de l'attention, des TOC. Voilà, tous les troubles qui sont associés et qui font que ce sont des troubles qui sont hétérogènes et que ça rend difficile leur intégration. Donc, ça va être important de les accompagner. Pour ça, bien sûr, il va falloir poser un diagnostic, mais j'entends, et avec Valérie, on est souvent d'accord, trop souvent des enfants qui, faute de diagnostic, n'ont pas pu intégrer les soins. Il ne faut pas que la démarche diagnostique retarde la prise en charge, retarde l'intégration. Bien sûr, cette démarche, elle est indispensable et elle va permettre une intégration au plus proche des particularités et de la singularité de l'enfant et de sa famille, mais il ne faut pas que ça retarde cette prise en charge. L'aide, l'insertion, ça fait partie des droits. Ça a été maintenant un des enjeux de la stratégie nationale du plan autisme. Et l'inclusion scolaire, elle a bien sûr plein d'objectifs et qui ont été un peu précisés dans cette circulaire de 2019. L'objectif, ça reste bien sûr de construire un projet pédagogique qui s'adapte à l'enfant, à sa singularité, mais qui doit être évalué et réévalué tout au long de son développement afin de permettre d'identifier ses besoins, de connaître quels sont les outils qui vont faciliter sa communication, son intégration, quelles sont les caractéristiques précises et bien sûr identifier les partenaires. Vous l'avez souligné tout à l'heure, les partenaires, c'est indispensable. Et Madame Chaput en parlera probablement encore mieux que moi. On voit encore trop d'enfants qui auraient la possibilité d'être intégrés, mais pour lesquels on n'a pas pu intégrer la psychologue à l'intérieur de l'école. C'est encore un milieu qui est trop cloisonné. Donc c'est vrai que bien sûr c'est important de poser un diagnostic, bien sûr c'est important qu'il y ait des accompagnements. L'école inclusive, ça fonctionne que si c'est un travail collaboratif avec tous les acteurs, et les acteurs, c'est l'enfant, sa famille, les professionnels, l'école. Ce n'est pas des entités qui sont cloisonnées, c'est des entités qui doivent travailler ensemble. Et je pense que c'est vraiment le mot d'ordre, c'est travailler ensemble, savoir évaluer et réévaluer. Ce n'est pas parce qu'on a posé un diagnostic et un tenté que le diagnostic ne va pas évoluer. Et le dispositif doit bien sûr s'adapter en fonction de l'évolution. Donc il y a plein de choses qui ont été faites, il y a plein de choses qui existent sur le papier. C'est encore malheureusement trop peu développé. On voit encore trop de familles qui sont sans solution. Et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse en parler. Donc, dans le service, on a essayé de créer des petits dispositifs pour aider, notamment, c'est vrai qu'on est, depuis le sort du Covid et du confinement, on a créé un site internet pédopsydegré.org dans lequel on a essayé de créer des fiches pour aider les familles, pour essayer de trouver des stratégies, pour essayer d'aider les différents partenaires. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il faut rester positif et tous ensemble, moi je pense qu'on peut y arriver et créer un meilleur environnement pour toutes ces personnes. Et je vous propose d'entendre maintenant le témoignage de Virginie Gaudry, maman de 3 enfants, dont un lycéen de 15 ans. Je suis Virginie Gaudry, 3 enfants, un garçon autiste de 15 ans qui est actuellement scolarisé en seconde. Donc plutôt que de vous faire simplement l'historique de sa scolarité, de ses 12 années de scolarité, je voudrais vous parler des choses qui ont fonctionné pendant sa scolarité. Et puis vous reparler du contexte, puisqu'il a été diagnostiqué à 3 ans. C'était en 2008 et en matière de scolarisation, d'inclusion des enfants à cette époque et de prise en charge par ailleurs, pas grand-chose n'existait. Je pense que seulement quelques rares enfants autistes étaient scolarisés en France. Alors nous avons fait le choix
de méthodes comportementales pour éduquer, accompagner notre enfant, et ça dès le départ, dès même avant le diagnostic. Quand la question s'est posée de l'entrée en maternelle, nous étions les premiers à ne pas vouloir le mettre en maternelle. À cette époque, notre enfant, c'était plutôt un petit animal qu'un petit garçon de 3 ans. Il parlait pas, il grognait, il était très agité. Et comme pour beaucoup de choses, en fait, tout s'est passé par des rencontres. On a rencontré des professionnels, de personnes qui vont intervenir ce matin, au cabinet Espace. On a rencontré des professionnels de la méthode dont on a beaucoup entendu parler dans les médias récemment, ABA, d'une autre méthode un peu moins connue pour apprendre à parler ou à communiquer aux enfants, qui était le PEX. Et tous ces professionnels-là nous ont tenu la main pour emmener notre enfant à l'école. Nous avons également une autre rencontre extraordinaire, c'est une école qui nous a ouvert sa porte et qui nous a dit donnez-nous votre enfant avec un accompagnant, il sera bien chez nous. Donc voilà, on a pris le parti de leur faire confiance et de démarrer ça. Et puis, comme nous étions accompagnés par des professionnels, tout de suite s'est posé la question de oui, mais comment les professeurs, comment l'équipe enseignante va savoir comment interagir avec notre enfant, quoi faire, comment surtout accepter un éducateur ou psychologue, en l'occurrence dans leur classe. Donc tout de suite, on a fait le choix d'informer. On a eu la chance d'être invité dans la première réunion pédagogique de l'année. On a pu présenter les activités, ou en tout cas les actions de l'accompagnant. Et puis, on a aussi, dans la classe, c'était une petite section de maternelle, hein, dans la classe. Donc, on a fait une présentation, c'est la psychologue qui l'a fait, à tous ses petits camarades. Et ça a complètement changé le regard et l'inclusion et l'acceptation de notre enfant dans l'école. Les enseignants ont, alors je ne vous dis pas qu'ils ont compris, mais en tout cas, ils se sont dit déjà, il y a un professionnel dans la classe qui va nous aider, qui va nous soutenir, qui va aider cet enfant. Et pour les enfants, ils se sont aperçus, alors peut-être pas en petite section de maternelle, mais en tout cas au primaire, ça a été vraiment le cas, que finalement, tout ce qui était facile pour eux, apprendre à courir, attraper un ballon, des choses toutes simples, écrire, tenir un stylo, tout ça qu'ils font eux en respirant, eh bien pour Alexandre, pour notre fils, c'était une lutte quotidienne. Et chaque petit progrès qu'il faisait, pour lui, c'était un effort colossal. Et ça a été assez incroyable parce que tout au long du primaire, il a été complètement soutenu, encouragé par les autres. Hein, la moindre fois où il attrapait un ballon, toute la classe applaudissait. Moi, je recevais une photo de la maîtresse très émue. Voilà, tous ces progrès ont été portés par ces élèves de maternelle et puis après de primaire. On a mis en place dans la classe un certain nombre de petits outils qui servaient à la maison également, comme des emplois du temps visuels, comme des petits supports visuels pour toutes les activités. Et comment vous dire, tous ces types de supports ont aidé également toute la classe. Les maîtresses s'en sont emparées avec plaisir. Donc, on a mis en place également une autre chose qui a permis que les choses se passent de la manière la plus fluide possible. C'était une communication quotidienne avec l'école. Alors, quand Alexandre était petit, ça se passait par un cahier de liaison qui voyageait entre l'école et la maison tous les jours. Et maintenant, ça se fait par mail. Hein, tous les jours, je reçois un email de comment s'est passée la journée, quels sont les éléments à rajuster, etc. Donc, ce schéma-là, on l'a reproduit année après année dans une école, c'est vrai, qui était très disponible pour nous, qui était qui s'est adaptée presque à nous, sans que ça lui cause sans que ça cause beaucoup de modifications. Hein. Le fonctionnement de l'école est resté le même, mais c'est vrai qu'ils nous ont fait une petite place. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que notre fils était pratiquement le premier enfant avec un AVS dans cette école. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus de... Enfin, dans le primaire, il y a facilement une AVS par classe. Et c'est pareil maintenant au collège et au lycée.
Donc, il a fait toute sa scolarité dans cette école jusqu'au lycée. Il a changé cette année pour un nouveau lycée et nous avons remis en place les mêmes outils, donc cahier de liaison par mail, information des élèves dès le début de l'année, information du professeur principal, ensuite lui il puisse transmettre aux autres professeurs et surtout, ce choix que nous avons fait, il est toujours vrai aujourd'hui. Notre enfant est accompagné depuis 2011 par l'association BABA Autisme. Ce sont des professionnels, des psychologues, des éducateurs spécialisés qui interviennent au sein de la classe et qui sont en première ligne, qui sont le lien entre l'enseignant, notre enfant et nous. Voilà. Ce sont des outils qui ont marché. Ce sont des outils qui ont marché pour nous, bien sûr. Hein, ce n'est qu'un témoignage. Ce sur quoi je voudrais rebondir quand vous disiez qu'il y avait à plusieurs reprises, je l'ai entendu ce matin, des outils qui pouvaient être utilisés dans les classes. Ce sont ces petits outils-là. Il y en a plein d'autres. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un accompagnant, alors, plus il est professionnalisé, plus il est averti de l'hétérogénéité des troubles de nos enfants, mieux c'est, bien sûr, parce que les enseignants sont parfois démunis et ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'être l'enseignant de nos enfants et c'est à l'accompagnant, lorsqu'il y en a un, de gérer les troubles, les activités qui doivent être mises en place, etc. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. Je crois que pour l'école, pour nous, pour notre enfant, ça a été un parcours de rencontre incroyable, un parcours d'une richesse incroyable. Il a beaucoup reçu et je crois que pour l'école a beaucoup reçu aussi. En tout cas, l'école dans laquelle il a fait toute sa scolarité, a beaucoup appris, beaucoup grandi, je crois, et s'est beaucoup ouvert sur les autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre témoignage. C'est vraiment des moments comme ça qui nous inspirent et qui font voir la lumière au bout du chemin. Je voudrais, si c'est possible, redonner la parole à Valérie Chaput, qui travaille donc dans le même centre hospitalier Robert Debré que le docteur Anne Maruani. Je vous laisse la parole. J'espère qu'on va bien vous entendre cette fois-ci. Il faut que vous ouvriez votre micro. Votre micro est coupé. Votre micro est coupé. Sur l'application, peut-être ? Ah, c'est bon, allez-y. Est-ce que là, vous m'entendez ? C'est bon, allez-y. Je l'avais fermé pour… OK. Donc, au sein de notre unité, je disais qu'on avait une approche pluridisciplinaire, qu'on évaluait les enfants aussi bien en orthophonie, au niveau psychologique, en psychomotricité, mais on a également une enseignante au sein de notre unité qui accueille les enfants et évalue effectivement leurs besoins en termes d'accompagnement scolaire, puisque suivant les enfants, ils vont avoir besoin d'une AVS et un certain nombre d'heures et ça peut être variable. Donc, sinon, j'ai une autre casquette effectivement qui me permet de bien comprendre ce que racontait cette maman, c'est que je suis psychologue également en lien avec une association du 92 qui s'appelle Autisme sans frontières 92, qui est une association de parents, parce qu'il faut dire que ce sont les parents qui se sont beaucoup battus pour que leur enfant ait une place à l'école et que cet accompagnement soit le plus professionnel possible, parce qu'effectivement, l'accompagnement sans expertise, ça ne fonctionne pas toujours très bien vu la complexité des troubles des enfants et leur diversité. Donc, en fait, ces associations, ça permet d'avoir des psychologues qui sont spécialisés et qui vont superviser des AVS et apporter aussi leurs conseils aux enseignants, puisqu'il y a l'aspect scolaire qui est très important au niveau des apprentissages. Il y a besoin d'adapter en fait
la façon de présenter les choses. Quelquefois, il faut faire moins de verbal, il faut faire plus de visuel, il faut séquencer l'activité avec effectivement des supports visuels, etc. Il faut faire des contrats de comportement dans certains cas, si l'enfant a des difficultés de comportement. Mais aussi, ce qui est très important et qui est le rôle en fait des psychologues et des AVS, c'est de faciliter la socialisation, parce que les enfants à l'école, c'est pas seulement les apprentissages qui sont importants, mais c'est aussi apprendre à être avec les autres, à avoir des copains, à bien se comporter. Voilà, ce sont des choses qu'il va apprendre dans la cour de récré, au sein de la classe, apprendre à lever le doigt, intervenir au bon moment, etc. Et tout ça, ça doit être souvent pour les enfants autistes, ça doit être enseigné et appris. Voilà, donc je rebondis sur l'importance d'avoir des personnes qualifiées et même au départ, si l'AVS n'est pas très formé, d'apporter une formation pour que les gens ne soient pas en échec vis-à-vis de l'enfant. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci beaucoup, Valérie Chaput. Je suis très touchée par votre témoignage. Nous allons maintenant donner la parole à Célia Nézéro, docteur en psychologie et psychologue au cabinet Espace ID. Je vous laisse présenter votre travail. Oui. Allô, bonjour. Tout le monde m'entend? Parfaitement. C'est bon? Ok, super. Bon, je vais déjà commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Célia Nézéro, donc je suis docteur en psychologie et psychologue au cabinet Espace ID à Neuilly-sur-Seine. Et je suis spécialisée dans le diagnostic et l'intervention auprès des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Parallèlement, je suis également chargée de cours à l'Université Paris-Descartes dans le cadre de la licence professionnelle intervention sociale, accompagnement de publics spécifiques, parcours du trouble du spectre de l'autisme. Donc aujourd'hui, j'interviens donc pour vous présenter le programme ID et donc ce qu'on propose un petit peu au cabinet et plus précisément du coup ce que nous mettons en place dans le cadre de la scolarisation au milieu ordinaire d'enfants avec TSA justement. Donc juste pour restituer un petit peu le contexte historique, le programme ID, il a été créé officiellement en 2000 par Maria Pilar Gattegno et Natalia Benaïm, avec pour commencer la mise en place d'un projet de job coaching. Donc dans ce cadre-là, une adulte avec autisme a été intégrée à Simply Market avec un accompagnement individualisé. Et pour la petite histoire, elle est encore aujourd'hui en CDI et je supervise son projet. Et du coup, devant la réussite de ce projet de professionnalisation, on a souhaité dupliquer le dispositif et l'adapter pour que justement les enfants avec TSA puissent aller à l'école en milieu ordinaire. Et quand je dis aller à l'école, c'est avec un vrai projet de scolarisation, c'est-à-dire pas seulement 2, 3, 4 heures par semaine, mais vraiment un temps assez propice aux apprentissages et au développement de la socialisation. Et du coup, c'est comme ça qu'est né le programme ID. Aujourd'hui, ce programme, il est mis en place depuis donc plus de 20 ans et actuellement, on a 21 cabinets en France. Plus de 500 personnes bénéficient de ce dispositif, dont environ 220 projets de scolarisation. Du coup, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un petit peu notre travail et tout ce qu'il est possible de faire à l'école avec un accompagnement spécifique. Mais donc, je vais commencer par vous présenter concrètement qu'est-ce que c'est que le programme ID. Donc, il s'agit d'un dispositif d'accompagnement en milieu ordinaire destiné à la base aux personnes avec TSA de l'enfance à l'âge adulte et mis en place en partenariat avec les parents. J'insiste sur ce point car la collaboration avec la famille est vraiment indispensable pour la mise en place d'un accompagnement de qualité et on essaye réellement de faire en sorte d'impliquer tous les acteurs dans le projet de l'enfant et notamment les parents. Donc, nous suivons très rigoureusement les préconisations de la Haute Autorité de Santé parce qu'on sait que c'est un gain de qualité vraiment dans les projets d'accompagnement. Et dans ce cadre, on propose essentiellement donc des interventions comportementales et développementales. L'accompagnement, il est mis en place dans les différents milieux de vie de la personne, donc par exemple à l'école, en entreprise, à domicile ou dans le cadre des loisirs. Et il est réalisé par une personne experte bénéficiant de la supervision d'une psychologue spécialisée. Majoritairement, les accompagnants sont des psychologues, mais on travaille également avec des éducateurs, par exemple, ou des étudiants en psychologie.
En ce qui concerne la présentation d'aujourd'hui, je vais maintenant aborder plus en détail la scolarisation des enfants avec TSA en milieu ordinaire. Donc pour commencer, il faut savoir que 5 étapes sont nécessaires avant de pouvoir proposer un accompagnement à l'école. Donc dans un premier temps, et je rejoins ce que disait Madame Chaput tout à l'heure, nous réalisons un examen diagnostique et psychologique complet qui est indispensable pour mettre en place un accompagnement de qualité, à mon avis, et pour définir les objectifs et les moyens qu'on va mettre en place pour accompagner l'enfant. Dans un second temps, donc sur la base justement des résultats obtenus à l'évaluation, on définit précisément le profil de l'enfant avec ses points forts, ses points faibles, et nous rédigeons un programme de travail individualisé. C'est également sur la base de cette évaluation psychologique que la psychologue détermine les modalités d'accompagnement, c'est-à-dire le nombre d'heures d'accompagnement, la répartition selon les lieux d'intervention, à l'école, à domicile, et les activités et les aides proposées. Donc ensuite, la psychologue qui a réalisé l'évaluation va contacter une psychologue du cabinet qui sera différente de celle, pour une question d'objectivité, qui est différente de celle qui réalise les évaluations, et qui sera en charge justement de la supervision du projet. C'est cette psychologue qui, dans un premier temps, va se rendre au domicile des parents pour rencontrer l'enfant et finaliser avec les parents les modalités d'accompagnement. Notamment voir le nombre d'heures, comment on va les répartir au domicile, à l'école. Ils vont organiser ensemble aussi tous les aspects pratiques de l'accompagnement, c'est-à-dire est-ce que l'enfant va être accompagné sur les temps de repas, est-ce qu'on va l'accompagner lors des trajets, où il se retrouve, etc., etc. Donc ensuite, la psychologue superviseur, justement, va démarrer le recrutement de l'accompagnant et va présenter quelques candidatures qui seront présélectionnées aux parents qui vont décider ensemble de la personne, enfin c'est les parents qui vont décider de la personne qu'ils retiennent. Le psychologue superviseur et l'accompagnant qui ont été recrutés vont ensuite, en amont de la mise en place du projet, rencontrer l'équipe éducative, notamment les enseignants, le directeur et toutes les personnes concernées à l'école, pour présenter le programme idée et bien expliquer le rôle de l'accompagnant, le rôle du superviseur et comment on va s'organiser tout ça dans l'école. Et puis enfin, la dernière étape, donc, et c'est très important, il faut le savoir, il nous faut absolument la notification MDPH d'une AESH individuelle pour pouvoir concrètement mettre en place l'accompagnement à l'école. On doit absolument se baser sur cette notification et respecter les heures qui sont attribuées dans cette notification pour pouvoir ensuite mettre l'accompagnement en place. Et donc, c'est seulement quand on a finalisé ces 5 étapes que l'accompagnement va pouvoir concrètement démarrer. Donc, l'accompagnement, il est ensuite mis en place à l'école. Le rôle de l'accompagnant, il est clairement défini et très diversifié. Là encore, je rejoins ce qui se disait tout à l'heure. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'enfant dans les apprentissages. Le programme idée, c'est un programme d'accompagnement, comme c'est préconisé par la HAS d'ailleurs, global et généraliste. C'est-à-dire que tous les moments passés avec l'enfant vont nous permettre de travailler, même de manière ludique ou imperceptible comme tel pour l'enfant, de travailler tout ce qu'il y a à travailler, c'est-à-dire aussi bien l'autonomie, la socialisation, les apprentissages, etc., etc. Donc, pour être un peu plus précise, l'accompagnant va d'abord avoir un rôle de promoteur cognitif et social de l'enfant avec TSA. C'est-à-dire que, bien sûr, il va assurer une avancée dans les acquisitions et les apprentissages en apportant les aides nécessaires à l'enfant, en adaptant les supports, les consignes et les modalités d'évaluation si besoin. Ensuite, il va assurer la reconnaissance de ces acquisitions par l'entourage et mettre en évidence les réussites de l'enfant avec TSA qu'il n'est pas capable forcément de montrer par lui-même. C'est important aussi que tous les camarades, les enseignants et l'entourage puissent prendre conscience non pas seulement des difficultés qui sont engendrées par l'autisme, mais aussi de toutes les compétences que l'enfant a au-delà de ces difficultés. Ensuite, donc, l'accompagnant, il a aussi, et c'est très important, un rôle de médiateur, justement, entre l'enfant avec TSA et les personnes qu'elle va côtoyer dans son environnement, notamment les élèves et les enseignants. Il va donc apprendre et profiter de tous les moments officiels et officieux, c'est-à-dire les moments officiels comme la récréation, par exemple, mais aussi les moments officieux, comme quand on attend dans le couloir, comme quand on va aux toilettes, quand on va à la cantine, etc., pour apprendre à l'enfant à interagir avec les autres, favoriser les échanges en l'aidant à intégrer les codes sociaux, comme par exemple l'aider à faire la queue au toboggan, lui apprendre à demander à un autre enfant à jouer avec lui, lui apprendre à patienter à la cantine, etc., etc. Comme je l'expliquais rapidement au départ, donc l'accompagnant, dans le cadre du programme idée, va bénéficier d'une supervision. Et je pense que c'est réellement indispensable et c'est ce qui va garantir aussi la qualité et la pérennité du projet.
le superviseur va permettre justement à l'accompagnant, avec son regard extérieur, le travail de l'accompagnant est bien sûr prioritaire et indispensable, c'est lui qui est au quotidien avec l'enfant, mais le regard du superviseur avec sa formation et ses connaissances va permettre à l'accompagnant de prendre du recul. Et dans le cadre du cabinet, une fois par mois, le superviseur se rend à l'école pour passer une demi-journée avec l'accompagnant et l'enfant en classe et pour justement réajuster le programme si besoin, par exemple. Il va observer le travail de l'accompagnant, réajuster les aides et proposer de nouvelles stratégies lorsque c'est nécessaire. Le psychologue superviseur, il va également assurer la collaboration avec l'enseignant, en échangeant régulièrement avec lui, en s'assurant qu'il est d'accord avec ce qui est mis en place et en essayant vraiment de l'intégrer à part entière aux stratégies qui sont proposées. L'idée, c'est surtout pas que l'accompagnant et l'enfant travaillent seuls dans leur coin, donc ils soient intégrés, entre guillemets, pour l'image. Oui, ils sont en classe, mais ils font tout dans leur coin et il n'est pas réellement intégré au rythme de la classe. Et pour ça, justement, on veille à ce qu'il y ait une réelle relation avec l'enseignant, des temps de travail avec l'enseignant, des temps de travail en groupe, et qui soient inclus dans la classe réellement. Donc, par ailleurs, le psychologue va aussi coordonner le projet entre les différents acteurs. Il va le prendre, par exemple, en contact avec les psychomoteurs, etc. Et il va être aussi présent aux réunions ESS pour accompagner les parents, présenter l'avancée de l'accompagnement. Et dans ce cadre-là, on réalise des comptes rendus écrits, donc semestriels ou annuels, avec l'accompagnant qu'on transmet aussi aux parents. Dans la même idée, le superviseur, il va également être en lien avec l'enseignant référent et il peut par exemple intervenir pour demander les aménagements nécessaires selon le niveau de scolarité et les besoins de l'enfant. Je sais pas, il peut par exemple demander la mise en place d'un emploi du temps adapté, sortir de l'école pour aller travailler en individuel, la mise en place d'un ordinateur ou même par exemple les aides nécessaires lors des examens pour le brevet ou pour le bac par exemple. Et enfin, c'est également le psychologue superviseur qui propose, vous en parliez tout à l'heure, Madame Gaudry, des sensibilisations qui vont avoir pour but justement de présenter et d'expliquer ce qu'est le TSA de manière générale, ce qu'est le programme idée, mais surtout la manière dont ce TSA va s'exprimer chez l'enfant qui est accompagné, les particularités, les points forts, les points faibles, afin que tout le monde ait une réelle connaissance de l'enfant qui va être intégré dans la classe. Donc ça, c'est réalisé assez régulièrement. On essaye de le faire une fois par an, au début de chaque année, pour présenter aux nouveaux camarades et aux nouveaux enseignants le profil de la personne et qu'ensuite la scolarisation se fasse dans les meilleures conditions possibles. Cela va permettre notamment de casser les idées préconçues par rapport à l'autisme que les enfants ou que les enseignants peuvent avoir et aussi de répondre aux différentes interrogations des personnes qui vont côtoyer l'enfant avec autisme. En ce qui concerne la supervision, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, donc elle se fait à l'école, mais pas seulement. Le psychologue superviseur, il va aussi recevoir 2 heures par semaine l'accompagnant au cabinet. Ces réunions, en général, s'organisent en petits groupes de 2 ou 3 accompagnants et ça va permettre d'échanger, par exemple, sur les difficultés qui ont été rencontrées tout au long de la semaine, les stratégies mises en place, l'évolution du problème et surtout de réajuster très rapidement les stratégies et les moyens qu'on va mettre en place et de ne pas attendre que le psychologue vienne à l'école pour se rendre compte qu'il y a une difficulté et réajuster 3 semaines plus tard. Ces réunions, elles ont bien sûr également un objectif de formation. Vous en parliez aussi tout à l'heure. Ça me paraît indispensable. Comme je vous le disais, on travaille majoritairement avec des psychologues. Mais c'est pas forcément parce qu'on est psychologue qu'on sait intervenir avec les personnes avec autisme. Et du coup, ces réunions, elles ont pour but une formation théorique, notamment sur les modèles psychologiques et théoriques, sur les techniques d'accompagnement, les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Ça permet d'avoir quelqu'un ou la diversité, bien sûr, des troubles du comportement et la façon de pouvoir intervenir. Ça permet notamment d'avoir ensuite des accompagnants qui sont mieux formés et mieux préparés aux difficultés qu'ils ont à affronter seuls, pour le coup, en classe avec l'enfant. L'un des objectifs que nous visons en priorité dans le cadre de la scolarisation de ces enfants, c'est de s'adapter au cadre scolaire, tout en mettant en place les aides nécessaires. C'est important, on n'est pas là seulement, donc on est là bien sûr pour accompagner l'enfant, mais on doit s'adapter au cadre et à toutes les exigences aussi que nécessite la scolarisation d'un enfant en milieu ordinaire.
Donc l'accompagnant et le superviseur, ils peuvent alors proposer par exemple des repères spatio-temporels tels que des emplois du temps visuel, l'utilisation de timers, de marque-place, de pictogrammes, etc. Et lorsque c'est nécessaire et quand cela est possible, nous adaptons les supports proposés en classe en amont, quand on a le matériel avant, ou alors en temps réel quand c'est nécessaire, par exemple lors des contrôles ou d'exercices qui vont mettre l'enfant en difficulté. Donc comme je le disais, l'objectif c'est que l'enfant puisse bien sûr suivre le rythme de la classe et réellement intégrer les enseignements pédagogiques, mais également que l'enseignant puisse faire son cours sans avoir besoin d'adapter tout le programme aux besoins particuliers de l'enfant avec TSA. C'est très important parce que c'est une difficulté souvent dont nous font part les enseignants quand ils ne sont pas bien accompagnés, c'est de devoir adapter en temps réel, c'est-à-dire je vois que l'enfant avec TSA ne comprend pas, donc j'adapte mon cours et finalement je perds un peu les autres en route. Et ça peut être un petit peu compliqué pour l'enseignant qui a déjà une trentaine ou une vingtaine d'élèves à gérer, de devoir adapter son cours en temps réel. Donc c'est pour ça que nous, on insiste pour que ce travail soit fait par l'accompagnant pour permettre une fluidité des apprentissages, aussi bien du côté de l'enfant qui apprend, mais aussi du côté de l'enseignant qui transmet les savoirs et qui n'aura pas à adapter son cours simplement au fonctionnement de l'enfant avec TSA, puisqu'on reste dans le cadre ordinaire, donc on doit faire avec les modalités de l'enseignement traditionnel, tout en l'adaptant, nous, avec la personne qui est formée. On essaye aussi de réfléchir, et je pense que c'est important, à la pertinence de tout ce qui est proposé à l'école, car on a vraiment à cœur d'apporter des adaptations nécessaires tout en respectant le cadre de l'école. Par exemple, lorsque l'enfant va avoir besoin de renforçateurs, on essaye de réfléchir à ce qui est cohérent, pour ne pas, par exemple, susciter la jalousie des camarades avec, je sais pas, l'utilisation de renforçateurs alimentaires ou de bonbons, par exemple, ou alors ne pas non plus favoriser des moqueries en proposant, par exemple, des jeux immatures qui seraient basés sur les centres d'intérêt de l'enfant. On essaye vraiment de s'adapter au cadre et de pas sortir de ce cadre et de pas susciter de mauvaises choses chez les camarades de l'enfant. De la même manière, et toujours dans l'idée d'être fidèle au programme et au rôle de l'enseignant, une partie de notre réflexion est centrée sur les aides apportées lors des exercices ou des contrôles. L'accompagnant doit bien sûr mettre en place les aides nécessaires sans, bien sûr, et je pense que c'est important, entrer dans une aide trop importante au point, par exemple, de donner les réponses. Et c'est une idée un peu préconçue qu'on peut avoir de certains enseignants, ce qu'on peut tout à fait comprendre quand on manque de transparence avec les enseignants. Donc, il est tout aussi indispensable dans le cadre de ces aides qui sont apportées, d'établir une réelle relation avec les enseignants pour qu'ils puissent connaître réellement le niveau de l'enfant qui est accompagné, le type d'aide dont il a besoin et les apprentissages qui sont acquis ou non, par exemple. Pour que cela soit possible, au cabinet, on a fait le choix de noter les aides qu'on apporte sur les copies et de revoir, nous, avec l'enseignant, le système de notation en fonction de ces aides pour qu'il ait une image réelle à un moment T des capacités de l'enfant. L'idée principale, je pense, dans cette réflexion par rapport aux aides apportées, c'est d'être totalement transparent afin de pouvoir évaluer au mieux l'enfant par rapport à lui-même et sa progression. Donc, dans le cadre du programme ID, les enfants sont accompagnés soit à temps plein, soit à temps partiel en fonction de l'intensité des difficultés de l'enfant, de ses points forts et de ses besoins. Les accompagnements sont proposés de la crèche à l'université. On a des enfants qui sont accompagnés tout petits déjà dans les crèches et on a développé de plus en plus des accompagnements aussi dans le cadre de l'université pour des étudiants. Et on propose généralement une intervention qui va être plutôt très soutenue au départ, et puis lorsque c'est possible, on va alléger progressivement l'accompagnement avec l'objectif d'aller, bien sûr, vers une autonomie la plus importante possible pour l'enfant. Donc, juste pour aussi resituer un peu le cadre légal, il faut savoir que l'intervention des psychologues superviseurs et des accompagnants au sein des établissements scolaires doit absolument être régie par une convention. Pardon. Il n'est possible d'intervenir dans une école publique ou privée sous contrat que parce qu'il y a une convention, justement. Donc, au cabinet, on a plusieurs, ce qu'on appelle conventions cadres, qui vont être signées directement avec l'éducation nationale, nous permettant justement d'entrer dans les écoles sans demander d'autorisation supplémentaire. Actuellement, nous avons signé des conventions cadres avec l'Académie de Versailles, qui va regrouper les départements du 91, 92, 78 et 95. L'Académie de Créteil, qui concerne les départements 77, 93 et 94, l'Académie de la Nièvre et l'Académie de l'Oise.
Donc, dans ces départements, dans ces académies, on n'a pas besoin d'autorisation supplémentaire. On peut directement mettre en place les accompagnements. On a aussi une convention cadre qui est signée avec l'Académie de Paris depuis très longtemps. Et depuis l'année dernière, on a obtenu donc avec l'Académie de Paris un agrément rectoral donc pour l'accompagnement individuel des enfants avec TSA. Et grâce à cet agrément, l'Académie de Paris propose que l'accompagnant puisse être embauché par l'Éducation nationale en tant qu'AESH. Comme on travaille majoritairement avec des psychologues, on met ensuite un accompagnement à domicile en place et les parents complètent le salaire pour que ce soit à la hauteur de ce qu'on peut proposer, bien sûr, à un psychologue. Dans le cas où on n'a pas de convention cadre, puisqu'il y a des académies où on n'en a pas, les parents demandent à l'Éducation nationale, et d'ailleurs plus spécifiquement auprès de l'inspection académique dont dépend leur département, une convention nominative. On a actuellement des conventions nominatives signées avec l'Académie d'Orléans, l'Académie de Marseille, de Bordeaux, de Dijon et de la Saône-et-Loire. Et en ce qui va concerner donc les établissements privés hors contrat, dans ce cadre-là, on propose en général de signer une convention d'inclusion scolaire nominative. Et juste pour information, donc l'ensemble des conventions, elle n'est pas signée par le psychologue, mais elle est signée avec notre association, donc l'APCPEI, puisque tous les psychologues du cabinet Espace sont regroupés sous une association de loi 1901. En complément de l'école, on propose généralement aux parents un accompagnement à domicile aussi, qui s'avère souvent complémentaire, mais surtout indispensable. Ces temps en individuel, donc à domicile, vont nous permettre non seulement de proposer les aides nécessaires sans par contre du cadre scolaire et de la présence par exemple des autres enfants, et de par exemple travailler l'autonomie et les aspects théoriques de la socialisation, comment se faire des copains, comment proposer un jeu, comment réagir quand un enfant dit non quand on lui propose de jouer, etc., etc. On remarque avec le temps que ce travail est indispensable pour un accompagnement de qualité et notamment pour reprendre les choses qui ne peuvent pas l'être directement à l'école, soit par manque de temps, soit parce que les autres enfants sont présents, ou tout simplement parce que c'est pas le lieu adapté, l'école, pour travailler ces choses-là. Voilà, j'ai essayé de vous présenter un peu succinctement le programme IDée et l'accompagnement des enfants en milieu ordinaire. Pour finir, donc, je tiens à préciser que la stabilité du projet et la continuité est également indispensable. Dans ce cadre, le psychologue qui supervise le projet au cabinet, il va généralement suivre l'enfant durant des années, c'est-à-dire tout le temps où l'enfant sera accompagné. Et il va assurer justement la stabilité du projet au fil des années, mais aussi lors des moments charnières, comme lors du passage, par exemple, en primaire, au collège, au lycée, etc. Il va s'agir ensuite, donc, pour nous, d'assurer le projet professionnel lorsque c'est possible, avec des dispositifs de job coaching individualisés, par exemple, ou des projets de vie adaptés aux besoins du jeune adulte qui va être accompagné. Voilà, j'espère que j'ai été claire. De rien. Je vous garde encore une petite minute parce que j'ai plein de questions. Je pense que maintenant, ça y est, on commence à être rodé avec les commentaires et du coup, on a plein de questions. Alors, je ne vais pas vous laisser beaucoup le temps de répondre parce qu'on a deux autres intervenants encore. Mais est-ce que vous pouvez dire à ces personnes, ils voulaient savoir. Moi, je suis très anglo-saxonne, donc ça me gêne pas du tout. Ils vous posent des questions très directes. On demande pour la prise en charge éducation nationale, mais ça, je vous avais répondu après. Combien il reste en fait de prise en charge financière une fois que on arrive à obtenir la prise en charge qui peut être AESH, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On me demande aussi quel est le coût pour la famille. Oui, ça c'est vrai, ça revient, vous voyez. Sur le temps scolaire, est-il possible d'avoir des temps individualisés hors classe collective entre l'AESH accompagnant Espace IDée et l'enfant, séance de remédiation cognitive? Et on me demande aussi combien il faut d'heures minimum de notification MDPH pour l'AESH. D'accord. Alors, pour commencer sur le coût, et moi, je ne suis pas anglo-saxonne, mais j'ai pas de problème du tout avec ça. C'est normal, c'est une question très importante. Donc, quand il y a une prise en charge par le rectorat et par l'Académie de Paris, en général, la psychologue, quand c'est une psychologue, va être embauchée au même titre qu'une AESH, c'est-à-dire avec un salaire de 8 € à peu près par heure. Nous, pour les psychologues, on propose un salaire d'environ 11 ou 12 € par heure minimum. Donc, ça veut dire qu'il va rester environ 3 à 4 € à la charge des parents par heure travaillée. D'accord ?
Pour le coup, de toute façon, de manière générale, ça c'est une question que tout le monde se pose et c'est tout à fait normal aussi. Il faut savoir donc que la psychologue va être rémunérée aux alentours de 11-12 euros par heure travaillée par les parents. Et il y a aussi la supervision à rémunérer, à payer en honoraire pour le coup au superviseur, qui va coûter à peu près 450 euros par mois. Donc au total, pour avoir une idée, sur un projet d'environ 20 heures par semaine, le coût va être à peu près de, genre je n'ai pas les calculs dans la tête, mais je vais dire à peu près 1800 euros par mois, ce qui est beaucoup. Avec, par contre, une possibilité, bien sûr, et la plupart, donc 90% des familles qu'on a bénéficient d'une aide de la MDPH. Et là, c'est assez aléatoire, ça va dépendre du département dans lequel on est. Mais sur peut-être 1800 euros, j'ai des parents qui ont entre 800 et 1500 euros d'aide par mois. D'accord? Pour avoir une idée. Donc, on peut vraiment avoir, puisque maintenant, on travaille beaucoup en partenariat quand même avec la MDPH qui connaît bien notre travail et qui donne des aides spécifiques aux parents pour financer en partie l'accompagnement, mais il reste quasi majoritairement toujours une charge un budget à la charge des parents. La deuxième question, enfin l'autre question sur l'aspect de la scolarisation, du nombre d'heures. Donc, le nombre d'heures minimum que nous, on a fixé, et je suis très bien placée pour en parler puisque j'ai fait mon doctorat sur le programme ID justement pour voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. On a limité à un minimum de 12 heures par semaine la mise en place de ces accompagnements. Parce qu'en dessous, tout simplement, le coût est trop important pour les résultats qu'on peut en attendre. Donc, on ne met pas moins de 12 heures par semaine en place à l'école et ou à domicile. Hein, ça, c'est pas un problème. Et ensuite, pour savoir si on peut avoir des temps individualisés, alors oui, bien sûr. La seule chose, c'est que maintenant, on essaye de le notifier quand même dans les PPS et dans les ESS. Et on explique que l'enfant doit avoir un temps individuel pour reprendre certains apprentissages, se reposer, reprendre certaines notions, travailler au calme. Et ça, c'est possible tout à fait de le mettre en place dans les écoles. Actuellement, beaucoup plus pour être honnête dans les écoles privées qui ont plus de moyens, de salles à disposition et de choses à nous proposer que dans les écoles publiques actuellement, mais ça se fait quand même relativement bien. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Je vais donner la parole. J'espère que la maman d'un lycéen qui s'appelle Béatrice Lenain est avec nous. Oui, je suis là. Ah, formidable. Je vais vous laisser Bonjour. vous présenter. Alors, bonjour, je suis Béatrice Lenain, donc je suis maman de 2 enfants, de Adèle, 20 ans, et Théophile, 18 ans, qui est actuellement en Ulysse lycée. Donc, je vous remercie de me permettre de témoigner. Je vais aller rapidement sur le parcours de Théophile parce que voilà, j'ai entendu beaucoup de choses qui me parlent de notre vécu. Donc, Théophile a été diagnostiqué à 3 ans. Et donc, il est allé un tout petit peu en hôpital de jour et je me suis rendu compte que ça ne nous convenait pas. Donc, j'ai repris mes études et j'ai suivi une formation à Lille et obtenu un diplôme d'analyse du comportement qui m'a permis de mettre en place ce dont vous avez déjà entendu parler de la de l'approche comportementale ABA. Et ce qui m'a permis de rencontrer des psychologues. Et donc, Théophile a pu suivre jusqu'en 6e un cursus typique en primaire, toujours accompagné par des éducateurs formés en ABA, que nous avons payé une grosse partie du temps. Tout le travail qui a été fait en primaire a été fait, comme l'ont dit très bien les précédents intervenants, en collaboration avec les enseignants et avec nous parents, et travail d'intégration de Théophile qui a pu participer à des classes vertes, qui a vraiment été intégré dans sa vie d'élève de primaire, de maternelle, de primaire, puis ensuite de collégien. Il s'est avéré qu'en 6e,
on s'est rendu compte, et je pense que c'est un point important, on s'est rendu compte, on a pris conscience que le niveau demandé en milieu ordinaire devenait trop difficile pour Théophile. C'est vrai que c'est difficile d'entendre ça, surtout que je suis en plus enseignante, donc c'est vrai que c'est un moment difficile, mais je pense que c'était important d'être réaliste et de se rendre compte qu'il fallait lui trouver quelque chose de plus adapté. Et on a eu la chance de pouvoir le faire rentrer dans une Ulysse collège, où là, il a été intégré dans des classes, donc 5e, 4e, 3e, pour certaines matières, anglais, sport, parce qu'il est très, très sportif, arts plastiques, musique. Et voilà, ça s'est très, très bien passé. Et il a commencé à faire des petits stages parce qu'on pense que c'était important de commencer à développer ses compétences, essayer de trouver les compétences qu'il avait pour trouver le métier qui pourrait lui convenir. Donc, à partir de la 3e, il a commencé à faire des petits stages. Alors, je les ai un petit peu listés parce qu'il en a fait pas mal depuis. Il en a fait en 3e, il en a fait un dans une cantine d'une école primaire privée de Paris. Il a fait un stage aussi administratif dans une agence de babysitting. Il a fait un stage en librairie et il a fait un stage dans une petite start-up où il a fait de la manipulation plutôt de matériel de jeux d'enfants. Et donc, à partir de ça, à la fin de la 3e, il a eu une orientation en Ulysse lycée. Donc là, actuellement, il est en Ulysse lycée, où c'est sa 2e année. Et il est inscrit en CAP en même temps, où il suit certaines matières. Et il fait des stages à côté. Actuellement, il est en stage chez Franprix et tous ces petits stages permettent d'évaluer ses compétences, toutes les compétences transversales et d'affiner son projet professionnel. Alors, il m'a déjà dit qu'il ne voulait pas faire du jardinage, donc ça c'est sûr et certain. donc, du coup, voilà, et tout ça a été possible parce que il a été pris en charge dès 2006 où en fait, voilà, nous on a fait une méthode très comportementale. Pour moi, c'est la clé de la réussite avec Théophile. Après, on a été conscient de ses compétences, de son niveau de compétence, et on s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas suivre un cursus normal, mais ça veut dire quand même que le but, c'est de trouver le métier qu'il pourra exercer pour devenir autonome. Et il est toujours actuellement suivi et aidé et accompagné par des éducateurs qui sont formés en ABA. Et ça, c'est très important. Donc là, aujourd'hui, à 18 ans, on commence à diminuer la prise en charge parce que le but, c'est vraiment qu'il devienne autonome et qu'il soit seul sur son lieu de stage. Mais il est toujours suivi et nous, on a toujours une prise en charge à la maison pour des besoins particuliers. Voilà, c'est en fait, je vais assez rapidement parce que beaucoup de choses ont été dites et je me suis assez retrouvée dans tout ce qui a été dit au niveau des prises en charge ABA. Moi, je dirais que nous, au départ, c'est un enfant qui a été diagnostiqué en 2005. Donc, en effet, il n'y avait pas beaucoup d'enfants scolarisés. Les enseignants avaient peur. Ça a fonctionné et ça a été, si je peux me permettre, un exemple de réussite pour accueillir d'autres enfants dans certains établissements où il est passé. Et vraiment, voilà, ça, c'est un point important de toute cette vie de scolarité. Et c'est vrai que, par contre, nous, tout a été à notre charge jusqu'en 2011, où en fait, ça nous coûtait, je n'ai pas peur de le dire non plus, entre 2 500 et 3 000 euros par mois, vu que la prise en charge était de 35 heures par semaine et c'était vraiment une prise en charge très intensive.
Donc voilà, mais voilà, c'est un cadeau, c'est souvent ce que je dis, Théophile, c'est un cadeau, c'est un fardeau parce que c'est un cadeau fardeau. C'est parce que c'est pas facile tous les jours, mais c'est un beau cadeau de la vie aussi. Pour vous, voilà, le chat est enthousiaste. On voulait vous demander, je ne sais pas comment il faut poser la question, la Allez-y tout simplement. sévérité du trouble, si vous pouviez donner quelques pistes, et comment vous avez réussi à mettre en place les stages. Est-ce qu'ils étaient accompagnés? Est-ce que votre fils était accompagné pendant les stages? Voilà des petites questions du chat rapides. Très bien. Donc, alors Théophile n'était pas un autiste dit sévère. Donc, il y avait surtout des problèmes d'interaction et surtout des problèmes de langage. Donc, c'est vrai qu'il a parlé très tardivement. Donc ça c'est, mais je n'ai pas eu Théophile n'a jamais été violent à l'école, toujours très gentil, mais surtout très taquin. J'ai un enfant qui aime beaucoup faire des blagues et ce côté-là un peu taquin et faire des blagues a facilité son intégration en primaire. Voilà, il chipait les ballons des autres, il était très drôle, il sonnait la cloche à la place des enseignants et du coup tous les élèves se rangeaient. Donc c'était un enfant qui n'a jamais été violent et aucun trouble d'agressivité à la maison. Donc on a eu de la chance et il a toujours surtout adoré aller à l'école. Pour lui, la pire des choses, c'était d'être malade. Hein. Donc il courait à l'école et les jours de rentrée, il était très heureux d'y aller. Je pense qu'il était heureux dans son école. Donc voilà, au niveau de, voilà, c'était pas un autiste sévère. Voilà, je me souviens plus la deuxième question pour ces stages. Alors, la difficulté qu'on a, hein, c'est que trouver des stages, ça reste difficile. Je pense que même si l'État a mis en place des DUOD qui accompagnent les entreprises, je pense que malgré tout, elles peuvent un peu avoir peur. Donc, trouver des stages n'est pas facile. On a cette chance d'avoir des éducateurs. Donc, Théophile est accompagné dans ces stages et en fonction de la manière dont ça se passe, les éducateurs se retirent progressivement et ça permet aux entreprises de se rendre compte qu'ils peuvent un peu gérer seuls Théophile, etc. Et là, je vais être toute simple. Hein. C'est vrai que je suis assez fière de ça, mais je pense qu'il faut le dire, quand c'est les stages où il est passé, les entreprises étaient très contentes parce qu'ils nous ont dit que c'était un enfant qui travaillait aussi bien que des personnes qui travaillaient en temps normal. Il était aussi efficace. Et ça, c'est important parce qu'une entreprise aujourd'hui, je pense, ce qu'elle attend, c'est qu'un jeune soit autonome et, entre guillemets, rentable. Je ne sais pas si on peut utiliser, mais que, voilà, que l'entreprise ne perde pas de temps, etc. Et ces deux points, je les ai pas, on les oublie pas. Et voilà, c'est au niveau de ces stages, c'est vrai qu'ils nous ont dit, même par rapport à des étudiants, parce que Théophile ne voulait pas prendre de pause. Donc, il travaille, mais sans pause. Donc, il demande toujours. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu son côté, je pense, peut-être autiste, très organisé, très appliqué dans ses tâches qui lui permettent d'être aussi rentable. Merci beaucoup, Béatrice. Merci de ce témoignage qui nous inspire. Je vais donner maintenant la parole à Jean-François Dufresne, le président de l'association Vivre et Travailler Autrement, qui va nous montrer aussi son métier. Merci, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, vous m'entendez? Bonjour à tous. Moi, l'école, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je m'occupe des adultes. Donc, vous pouvez vous poser la question du pourquoi je viens intervenir. Et donc, la première chose, c'est que la première des écoles, c'est l'école de l'acceptation de l'autre et de l'insertion. Et ça se fait à l'âge de tout petit. C'est ce qu'ont compris les différents gouvernements qui se sont succédés dans les différents plans autisme, c'est qu'il fallait commencer par les enfants, et donc commencer par l'école.
Moi, mon fils, il n'est jamais allé à l'école. On ne l'a jamais accepté à l'école. Il a 30 ans aujourd'hui, donc il est né en 90, 15 ans avant la loi de 2005. Il n'est jamais allé à l'école. Donc, l'école inclusive, c'est pas optionnel, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour les autistes, évidemment. C'est surtout obligatoire pour les autres enfants. C'est surtout obligatoire pour que notre société ait une chance de devenir inclusive un jour. Parce que c'est eux qui vont changer la mentalité que nous avons. L'intervenante précédente a dit l'autisme, ça fait peur. Mais oui, c'est le premier qualificatif qui vient quand on pose des questions sur l'autisme. Ça fait peur. Donc, évidemment, c'est une action essentielle, l'action que vous menez pour l'école, et je suis heureux de venir vous parler aujourd'hui pour cette raison-là. La deuxième chose fondamentale, c'est à quoi ça sert de faire une école inclusive et de former nos enfants autistes si derrière la société l'est pas. Autrement dit, s'il n'y a pas moyen de faire que les autistes aient une vie digne, si la seule chose qu'on peut leur proposer, c'est de les parquer, j'emploie ce mot désagréable, mais volontairement, de les parquer dans des institutions au coin des bois, où ils vont s'emmerder à 100 sous de l'heure et où ils vont finir sous camisole chimique. Je ne dis pas que c'est la règle générale, je dis que c'est malheureusement trop souvent la règle. Donc, la question est, comment fait-on pour que derrière l'école, la possibilité d'accéder à l'autonomie se fasse? Alors, pour toute une série d'autistes, moi je m'occupe d'autistes sévères, je m'occupe essentiellement, puisque mon fils est un autiste sévère, non-verbal, alors soi-disant retard intellectuel, je n'ai jamais trop vu le retard intellectuel, mais les médecins disent que oui. Les médecins qui savent bien entendu tout, comme d'habitude, alors qu'ils n'ont fait aucune étude sur l'autisme, mais ça c'est un autre sujet sur lequel je ne vais pas m'étaler trop longtemps. Donc, c'est absolument indispensable de pouvoir offrir à... Vous savez, il y a environ 400 000 autistes en âge de travailler. Toutes les études, on parlait du professeur Delorme tout à l'heure, le professeur Delorme disait qu'il y a environ 15% d'autistes avec des, qu'on pourrait qualifier de profonds ou avec des multi-handicaps qui sont très difficiles et pour lesquels les institutions sont indispensables. Il y a environ 15% qui sont des hauts potentiels intellectuels. C'est ceux qu'on voit à la télé et qui perturbent l'image qu'on a de l'autisme, parce qu'on pense que l'autisme, c'est forcément Joseph Chovanec, ou qui apprend une langue en 8 jours, ou des choses comme ça. Non, pas du tout. 70%, ce sont des autistes moyens sévères. Le taux d'emploi des autistes aujourd'hui, c'est 5% en France, 40% aux États-Unis. Ça doit vouloir dire qu'on a peut-être pris un peu de retard quelque part. Et on le sait tous d'ailleurs. Mais toutes les mesures, alors les différents responsables gouvernementaux commencent à s'occuper des autistes, mais ils commencent parce que il fallait s'occuper des enfants avant, et je suis d'accord. Donc, j'ai décidé de monter un dispositif que j'appelle un dispositif d'autonomisation. Alors, c'est quoi l'autonomisation et une vie pour les autistes comme mon fils? C'est d'abord d'avoir un boulot, parce que quand on n'a pas de boulot, on n'est pas autonome. Donc, première chose, démontrer que ce sont des travailleurs tout à fait employables pour les entreprises. Et là, je vais tout à fait aller dans le sens de l'intervenante précédente qui dit les entreprises, moi je suis chef d'entreprise, j'ai assez importantes entreprises, je ne vais pas engager des autistes seulement parce que je suis gentil et généreux. Ça ne veut rien dire, ça. C'est une cerise sur le gâteau, ça. Je vais les engager parce qu'ils sont efficaces dans mon entreprise. Et les autistes sont très efficaces dans les entreprises. Ce sont des gens d'une efficacité remarquable. Ce sont des travailleurs fidèles, honnêtes, méticuleux, qui n'ont jamais peur des tâches répétitives, qui sont des travailleurs formidables, qui en plus
donnent un coup de pied aux fesses aux non-handicapés qui sont autour d'eux, parce que eux, au moins, ils arrivent avec le sourire à l'école. Ça m'a amusé à l'école. À l'usine, je fais le parallèle avec Théophile, qui arrive à chaque fois avec le sourire à la rentrée. Je peux vous dire que, suite à la période du confinement, les 11 autistes qui travaillent dans notre usine sont tous arrivés en chantant. Ça donne une ambiance un petit peu différente dans l'usine, et vous n'imaginez pas la fierté qui existe parmi les autres employés. Le deuxième point extrêmement important, et ça a été souligné par Madame Nesro, elle a dit, il faut aussi aller à la maison, parce que l'autonomie, ce n'est pas que par le travail. Ça sert à quoi d'avoir un employé ou un ouvrier très efficace s'il n'est pas capable de se laver, s'il n'est pas capable de se faire à manger, s'il n'est pas capable d'aller faire ses courses, s'il n'est pas capable de, etc., etc. Donc, ce que j'ai voulu, c'est qu'une école de la vie. Une école de la vie qui comporte le boulot, mais qui comporte aussi tous les gestes élémentaires de la vie quotidienne, de façon à ce que lorsqu'ils rentrent dans notre dispositif, dit dispositif Andros, un certain nombre de gens en ont entendu parler, quand ils rentrent dans ce dispositif, ils aient une chance d'en sortir. Parce que le principe qui consiste à dire on va te faire rentrer dans une institution puis tu en sortiras les deux pieds devant, moi personnellement, je ne comprends pas cette société qui propose ça. Dans nos anciens savaient beaucoup mieux s'occuper de leurs handicapés, de leurs incapacités, pour reprendre le mot anglais, que ne le font aujourd'hui nos sociétés. Les idiots du village, pour les appeler comme ça, puisqu'ils avaient ce nom-là à l'époque, et qu'ils soient idiots ou pas, ils étaient intégrés dans la vie du village, ils travaillaient, et ils avaient une vie qui avait un sens dans le village. Redonnons une vie qui a un sens aux autistes. Aujourd'hui, ça marche très bien, notre expérimentation est reconnue par tous, et mon seul objectif aujourd'hui, c'est de les s'aimer pour que tous les parents qui ont un enfant qui arrive à 18, 19, 20 ans et qui se disent maintenant on va en faire quoi, puissent se dire ben oui, on peut. Et alors, ça dépend. On parle du handicap, c'est ridicule, il faut parler des handicaps. On parle de l'autisme, c'est ridicule, il faut parler des autistes. Parce qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Est-ce que nous nous ressemblons, nous? Non. Alors pourquoi eux, ils se ressembleraient? Donc, ils ne se ressemblent pas. Et comme ils ne se ressemblent pas, il faut évidemment s'adapter à eux. Et comme il faut s'adapter à eux, il n'y a pas de solution miracle unique. Par contre, ce que je sais, c'est que pour cette zone d'autistes, disons, moyens, sévères, il y a des solutions, on peut les faire travailler. Et j'ai déjà une dizaine d'autres usines qui sont prêtes qui ont déjà commencé à les engager et qui commencent à les engager. Alors après, il faut monter tout l'accompagnement avec des spécialistes de l'autisme, mais il y en a à peu près dans tous les départements maintenant, et on arrive à faire ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut penser à l'après, et c'est en pensant à l'école, et c'est en mélangeant nos enfants non autistes avec les autistes et avec les autres formes de handicap qu'on fera bouger notre société. La dernière chose, c'est qu'enfin, les jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qui sortent des écoles, etc., ils sont en train de nous donner des leçons. À la génération que je représente, en particulier juste du baby-boom et des 30 glorieuses. Et donc, ils sont en train de nous donner des leçons et de nous dire, vous savez, moi, j'irai dans une boîte où il n'y a pas que le fric qui compte, il n'y a pas que la promotion sociale, il y a le sens que vous allez donner à un boulot que vous allez me faire faire. Et je peux vous dire que quand on fait l'effort d'employer des personnes vivant avec un handicap, et en particulier des autistes, ça attire les jeunes et qu'on a une qualité de recrutement bien meilleure. Dernier différentiel pour les entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Un vrai éclairage sincère et brut.
Je vous pose pas de questions. J'ai l'impression que ça va. Par contre, effectivement, vous avez bien fait de nous découper les autismes et expliquer les statistiques, puisque effectivement, à l'appel de Paris, on avait souhaité, quand on a préparé cette réunion, justement de ne pas découper trop et se focaliser uniquement sur l'autisme comme on le voit à la télévision, mais bien de montrer comment on intègre tous les types d'autisme, puisque tout le monde n'est pas une machine à calculer en fait. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant que vous puissiez le souligner, puisque on n'avait pas assez, je pense, en début de témoignage, j'aurais dû en parler. Je tiens, puisque maintenant on arrive au bout, et c'est vrai que il faut pas être trop long dans les tables rondes des virtuelles, parce qu'on n'est pas ensemble, on se voit pas, et donc j'espère que pour cette 4e matinée inclusive, vous avez pris du plaisir, même si on n'a pas pu vous donner les croissants comme chaque année. J'espère que l'année prochaine, on pourra de nouveau être ensemble. Je remercie bien sûr tous nos intervenants qui ont été chacun avec leur vue, et c'est ça qui est intéressant dans une table ronde. Hélas, cette année, nous n'avons pas pu vous proposer, comme on fait chaque année, des petites tables pour rencontrer les intervenants, des petites tables pour rencontrer les associations qui auraient dû parler avec nous. Donc, je tiens à remercier Autisme Infoservice, Ikigai, Access, sur les bancs de l'école, Espace Idée, Vivre et Travailler Autrement, qui auraient dû être avec nous aujourd'hui si les conditions sanitaires avaient été réunies. Voilà, je vous remercie beaucoup tous d'avoir suivi notre Facebook Live de l'appel de Paris, et vous souhaite un bon week-end. Bien à vous. Au revoir à tous.